Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du plus vaste empire qui est connu l'Afrique et Oui, un des plus considérables qui ait existé dans le monde, à savoir l'empire du Mandé. mhm. Comment et qui a fondé l'empire du Mandé? D'où venaient les peuples qui ont fondé cet empire? Quelles sont les causes de son déclin, sa chute? Il y a eu l'esclavage dans cet espace. Est-ce dû à une influence étrangère ou non? À toutes ces questions, des historiens ont répondu à ces questions dans des manuels d'expression et de pensée étrangères, d'autres dans des ouvrages d'expression étrangère également, bien qu'étant des fils du pays. Et aujourd'hui, nous recevons M. Demba Coulibaly, un fils du pays. Il va répondre à ces questions en s'appuyant sur un ouvrage d'expression et de pensée endogène. Cet ouvrage a été écrit dans une écriture qui est le Mko. Cette écriture a été créée par Solomana Conté en 1949 comme système de transcription des langues mandingues en Afrique occidentale. Le mot Mko, M. Demba me corrigera, signifie normalement jeudi. Jeudi, hein, C'est ça, c'est ça. voilà. Et dans toutes les langues mandingues, donc il est connu. Donc, Monsieur Demba, bonjour. Bonjour, frère Fulele. D'accord. Je suis très ravi de vous accueillir, Monsieur Demba. Avec vous, nous allons donc, en tout cas, avoir la réponse à toutes ces questions que j'ai ici présentées. Et pour nous accompagner, on a Amuna et Amuna Ngoniba et Nzwamba Simanga. Monsieur Demba Mhm, Coulibaly, je vous mhm. donne la parole. Voilà, donc je me présente brièvement. Je m'appelle Demba Coulibaly, j'ai 74 ans. Je vis en France depuis un moment et je suis donc Bamana, hein, si vous parlez de mon origine ethnique, Bamana. Donc la plupart c'est au Mali, mais c'est l'Ouest africain. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir lire l'Onco et donc de lire ce livre de Solomon Kanté qui s'appelle Mandé Ndofo, c'est-à-dire l'histoire de Mandé. Voilà, et il y a un autre qui s'appelle Mandé Kourfaba, c'est-à-dire que la fédération de Mandé. Là ça dépasse le cadre le royaume de Mandé. Là, ça parle de tout ce qui compose le Mandé, quoi, hein, jusqu'au Ghana, jusqu'en Côte d'Ivoire et tout ça. Mais là, on va parler donc des fondateurs de l'Empire de Mandé. Alors, euh, j'ai essayé de prendre des notes pour me guider moi-même. Donc, il faut savoir que le Mandé, avant le Mandé, le pays s'appelait Oudouma. Donc, c'est les Camaras qui régnaient. Et à la fin du règne des Camaras, mais ces Camaras, leur nom ni leur période de règne ne sont pas bien connus. Mais d'après les historiens, ils ont régné pendant près de 1000 ans, pratiquement encore à Oudouma. Bon, ensuite, c'est les descendants des Man. Quand on dit Man, alors c'est Magan. Il y en a qui disent Magan, d'autres qui disent Makan, d'autres qui disent Manga. Alors, c'est un mot d'origine soninké. Et, donc, c'est les descendants de Man qui ont pris le règne au Mandé, bien avant l'avènement de Soundiata Keita, bien sûr. Hein. Il y a eu 11 rois qui ont régné à ce qu'on appelle Mandé, avant Soundiata Keita. Bien sûr, ce sont ses descendants. Hein. Et eux aussi, leurs noms sont connus, mais les dates de règne ne sont pas connues. Il n'y a que le premier roi qui s'est converti à l'islam. On connaît que la date de conversion de ce roi et donc et son nom. Mais il y a eu des rois avant lui qui ne sont pas connus non plus. Alors, et ce roi il s'appelle donc alors, avant de parler de ça, il faut d'abord que je vous explique
parce qu'il y a beaucoup ont pris le nom Simbo, Simbo, Simbo. À chaque fois, il y a le Simbo. Mais quand il y a le Magan, 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 c'est plus récent. Par exemple, Nare Magan ou Magan Sunjata. Magan veut dire donc roi hein, en soninké. Mais c'est devenu un titre. C'est devenu un titre et ça a même donné le nom finalement au pays qui est le Mandé. Parce que Man, c'est le roi. En fait, c'est contracté. Quoi. Les Mandinké, eux, ils contractent le Makan ou le Magan. Ils prononcent que le Man. Et ils ajoutent ensuite Den. Den, ça veut dire enfant de, enfant Magan. Donc, tous les rois ont été appelés enfants de Magan, en faisant référence à l'empire de Ouagadougou, bien sûr, parce qu'ils c'était un royaume vassaux de l'empire de Ouagadougou. Et alors, pour être roi au Mandin, déjà, il y avait, parce qu'on ne devenait pas roi comme ça hein, au Mandin, ça serait bien de dire quelques mots sur ça. Je pense que ce n'est pas propre qu'au Mandin, c'était pareil pour le Ouagadougou, pour d'autres parties d'Afrique. Alors, premièrement, il fallait être le meilleur si possible, bien sûr, hein, en tout cas maîtriser l'art de la parole, surtout devant un public. Donc, il fallait savoir bien parler à un public. Ça, c'était une des premières valeurs. Deuxième valeur, il fallait être il fallait pas être lâche, il fallait être un brave, un bon guerrier et un bon Simbo. Bon Simbo, quand on dit Simbo, le mot Simbo, ça veut dire Sigibon. Parce que dans la confrérie de sa sœur, il y a 7 niveaux, il y a 7 grades. Comme dans celui de l'armée aussi au Mandin, hein, il y avait 7 grades de militaires, il y a aussi 7 grades de donso. Alors le donso, le grade le plus élevé, qui est l'équivalent de général de l'armée, c'est celui qui sait tuer un buffle. Le buffle en malinka ou en bamana, ça dit sigi. Sigi. Alors, tuer, c'est bon. Bon, en fait, c'est viser, quoi. Celui qui savait tuer un buffle, ben, il prenait le titre de Simbo. Jusqu'à maintenant, les donsos, ils s'appellent Simbo. Celui qui tue le lion, il est encore un niveau plus bas parce qu'il considère que c'est plus difficile de tuer un buffle qu'un lion. Donc, il fallait avoir ce titre de Simbo. Et le troisième niveau, il fallait respecter les ancêtres. Bon, j'ai mis entre parenthèses les morts. Hein. Il fallait vénérer les morts, les ancêtres. Et il ne fallait pas enfreindre aux interdits. Hein. Et avoir une morale irréprochable. Voilà, il fallait avoir ces 3 valeurs pour être roi, parce qu'on considère que celui qui a ces valeurs-là, ben, s'il fait des prières, ses vœux sont exaucés par les ancêtres. Si on n'a pas ces valeurs-là, ben, les ancêtres, s'il y a un problème dans le pays, par exemple une sécheresse ou un malheur quelconque, et si ce roi fait des prières, ces prières ne seront pas exaucées par les ancêtres. Donc, il fallait avoir ces qualités-là. Alors, le premier roi dont le nom est connu, c'est celui qui s'est converti à l'islam en 1050. Donc, c'est la première date qui est connue donc, en 1050. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est suite à des sécheresses. Il paraît qu'il y a un marabout qui est venu. Ce marabout, d'ailleurs, je crois que c'était un blanc, hein, c'était un arabe, hein, et qui a fait des prières pour lui. Et il y a eu beaucoup de sécheresse dans le pays. Et donc, parce que si dans le pays, un roi qui est élu, si il y a un malheur qu'il n'arrive pas à résoudre, on considère qu'il n'a pas respecté les valeurs éthiques, il n'a pas respecté les anciens. Donc, on le démet et on met un autre roi. Alors, lui, le pays souffrait de beaucoup de sécheresse. Et il y a ce marabout qui est passé.
cet érudit en arabe, bien sûr, ce musulman, hein, et qui a réuni des enfants en dehors de la ville. Et, ils ont fait des prières et puis il a eu beaucoup de pluie. Donc, il s'est converti du coup à l'islam. Donc, on voit que l'islam mandé, ça date quand même déjà de 1050, hein, donc c'est pas d'hier. Et de ce fait, il a appris le Coran, et par contre, il a bien organisé le pays, il a fait beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il a fait. Et quand il est mort, lui, donc son fils, donc le deuxième roi, connu, hein. Alors, ce roi, il s'appelle Lavalo Bori. Lavalo Bori Mandé Keita. Alors, Keita, le mot Keita, ça veut dire l'héritier, prendre l'héritage. Keita, c'est héritage, ta, c'est prendre. Dans la dynastie de Keita, quand le père, le roi meurt, c'est son fils aîné qui prend l'héritage, donc il devient roi. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle Keita, Keita, Keita. Ça, tu peux prendre les héritiers. Alors, après Lawalo Bori, c'est son fils aîné, Latali Kalati. Kalati, ça veut dire le porteur de la flèche, Kala. C'est la flèche qu'on appelle Kala. Kalati, ça veut dire celui qui sait tenir la flèche, quoi. Donc, Latali Kalati, Keita, qui a pris le pouvoir, donc c'est le fils de Lavalo Borimandé, qui a régné. Et ensuite, après lui, le troisième, c'est Damali Kalati. Bon, le Kalati, toujours, ça veut dire le détenteur de la flèche, hein. Et c'est Damali Kalati Keita, donc c'est le fils aîné aussi, qui a pris le pouvoir. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qu'ils ont fait chacun parce que ça va. Et après Damali Kalati, c'est Laïlatou Kalati Keita qui a pris le pouvoir aussi. Il y en a un qui mérite d'être un peu détaillé. Bien sûr, tout ça, on est avant l'avènement de Soundiata Keita. Hein. On est avant l'avènement de Soundiata Keita. Et ces rois ne sont pas non plus les premiers rois de Keita de Mandé. Il y en a eu avant eux. Mais celui qui est connu comme ici, celui qui s'est converti à l'islam. Donc, après Laïlatou Kalati, il y a eu Kalati Bomba. Bomba, en Maninga, ça veut dire le grand, parce qu'en fait, on lui avait donné le nom du grand-père. Donc, on l'appelle Kalati Bomba. C'est le fils de Laïlatou Kalati Keita. Après, il y a eu Mamadi Kani Keita, qui est le fils de Kalati Bomba. Alors, ce Mamadi Kani Keita, fils de Kalati Bomba, a eu 4 garçons. Voilà. Ces garçons, l'aîné se nomme Kanu Simbo. Voilà, là, donc Simbo, quand je dis Simbo, c'est donc, il a le titre de maître chasseur, c'est-à-dire qui a tué le buffle. Donc, il y a eu Kanu Simbo, il y a eu Kanunion Simbo, il y a eu Kalaba Simbo, ensuite il y a eu Simbomba Mari. Donc, 4 garçons. Tous les 4, c'était des Simbo. Ils avaient le titre de Simbo, donc de général équivalent de général de l'armée. Hein, parce qu'ils étaient à la fois, les chasseurs étaient à la fois chasseurs et militaires. Quand il y avait la guerre, c'est eux qui combattaient aussi, bien sûr. Alors, là, c'est parmi ces 4 garçons, les 4 Simbo, que l'ordre de succession a changé.
C'est-à-dire, au lieu que ce soit le fils aîné, ça a été le cadet qui a été mis en place. Bon, il y en a qui disent qu'il y a eu ils ont fait, comment on appelle ça, un complot hein, contre l'aîné. D'autres parlent, mais en fait, tout le monde était d'accord que c'est l'aîné et le cadet qui avait les valeurs, les meilleures valeurs pour être roi, quoi. Alors, pour la petite histoire, vous savez que les Koulibaly, les Keita, c'est des patronymes, ça, hein, que je cite hein, au Mandé. Vous avez les Koulibaly, les Keita, les Konaté, les Konaré, les Dagnon, les Dounon sont de même origine. Et d'après les historiens, bon, ça, Souleymane Kanté, il n'en parle pas dans son livre, mais moi, j'ai lu ça dans d'autres livres, et aussi par les Djeli, hein, les Djeli qui racontent aussi l'histoire. Les Koulibaly étaient l'aîné, justement, descendant de Kanou Simbo. Donc, quand le Simbomba Mari a été nommé, et lui, il n'a pas accepté. Il dit qu'on ne met pas on ne met pas le pied arrière, enfin, je le dis tel que c'est écrit en Bamana, on ne met pas le pied arrière devant le pied qui est devant. Alors, il n'a pas fait d'histoire, hein. Il a dit simplement, comme c'est lui le chef guerrier, bon, et qu'il n'a pas été élu, il laisse son frère régner, mais lui, il est allé se positionner à un endroit pour que si les ennemis viennent, avant que les ennemis n'arrivent à son frère ou à ses frères, parce que les trois, du coup, ils sont restés ensemble, mais après chacun a pris un patronyme après, et lui, il les combattra. Donc, c'est de là qu'il a pris le patronyme Koulibaly. Koulibaly. Voilà. Il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. C'est pour vous dire simplement que c'est à partir de là, quand lui, il a refusé donc de ça, il est devenu Bamana, parce que les Koulibaly sont considérés comme des Bamana, mais en fait, à l'origine, c'est des Mandinka. C'est pas des comme la plupart des patronymes d'ailleurs, parce que c'est après que, donc quand il a refusé de joindre la famille royale, et après, il est allé se mettre avec les Bamana de Beledou, de Soso. Voilà. Alors, donc après Simbomba Mari Keita, donc, qui est le fils cadet de Mamadi Kani, c'est son fils à lui, son fils aîné, lui, qui a aussi pris le pouvoir. Mais lui, déjà, lui, on l'a appelé Bali Néné. Bali Néné. Néné, c'est... comment je peux appliquer, comment on appelle Néné? C'est faire de la diplomatie, quoi. C'est de gouverner les gens sans le faire, ou même de coloniser les gens sans le faire avec la force. Et c'est ça qui lui a donné le surnom Néné. Alors, lui, on ne dit plus Kalati, mais on dit Néné, Bali Néné, Keita. Donc, c'est le fils de Simbomba Mari, qui était le cadet de Mamadi Kani. Donc, le petit frère de Kanou Simbo. Donc, après lui, il y a eu Mambelo. Mambelo, là aussi, on voit qu'il n'y a pas de Kalati non plus. Alors, Mambelo Keita, qui est le fils de Bali Néné. Ensuite, il y a eu Mambako Keita, fils de Mambelo. Et c'est ce Mambako Keita, après lui, il y a eu le père de Sundiata Keita, Nare Magan Keita. Voilà. Par contre, lui, il a pris le ma là, c'est-à-dire Nare. Donc Nare, comme je vous ai dit l'autre fois, à l'époque, c'est pas seulement dans les familles, c'est dans tout le mandin, on considérait que le fils, l'enfant, fils ou fille, hein, prend si l'enfant prend le patronyme du père, pour que les enfants du même père se reconnaissent dans le temps, qui ne se perd jamais. C'est-à-dire que moi, si je vois un Koulibaly,
Je sais qu'on est de même, comme on dit chez nous, on est de même barbe, ou on est de même sang, où qu'il soit, de quel côté qu'il soit. Si c'est un Koulibaly pur qui n'a pas changé de nom, parce qu'après la colonisation, il y en a qui ont changé de nom pour des raisons, voilà, soit ils veulent pas, ils voulaient collaborer avec les Blancs, ou ils voulaient faire l'inverse, ou ils avaient peur de quelque chose, donc ils ont changé de nom. Mais un vrai Koulibaly, qu'on le voit où que ce soit, ben, on sait qu'on est tous de même père. Alors, mais les Maninkas disent que pour pas qu'on perde la trace de la mère, il faut mettre le prénom de la mère avant le prénom de l'enfant. D'où on dit Nare Ma Keita. Alors c'est Nare, c'est sa maman. Bon, Maran, c'est son titre, c'est-à-dire le roi. Maran, qui a donné le truc mandé. Hein. Nare Maran Keita. Donc ça, c'est le père de Sundiata Keita. Donc c'est le 11e roi connu avant Sundiata. Et ce Nare Maran Keita, donc, qui était à Dagadjala. Daga, c'est pendant l'hivernage, les chasseurs ou les cultivateurs, hein, ils quittent le village, ils vont aller là où on cultive, hein, on fait une case, là on appelle ça Daga. Et les chasseurs aussi font aussi des Dagas comme ça pour aller, quand ils vont chasser, ils restent là. Donc il y a une ville qui s'appelait Dagadjala. Donc Nare Maran Keita était là. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les rois avant l'avènement de Sundiata Keita. Voilà. Et ce Nare Maran Keita, maintenant, il a eu, lui, il a eu deux fils. Deux fils. Ah, oui. Voilà. Parce qu'avant que Sundiata ne soit roi, c'est son frère aîné qui a été roi. Parce que lui, il est né, d'après les historiens, il est né handicapé, mais après, il s'est redressé au bout de plusieurs années. Hein. D'ailleurs, quand il s'est redressé, sa mère a chanté des chansons qui est encore chantées par des griots et tout ça. Et c'est pendant le règne de Nare Magan Keita, le père de Sundiata, que les rois, bon là je fais un petit décroché, que le roi de Soso ont fait un coup d'État, enfin voilà, on délogé c'est Soumaoro Kanté là, Sumba, c'est Sumba Ngolo. En fait, c'est Ngolo de Sumba. Mais lui, c'est pas le nom de sa mère qu'on lui a mis, mais lui, c'était le nom de son arrière-grand-père. Parce que Sumba Ngolo Kanté, qui a combattu Sundiata, est aussi le 7e roi de Soso. C'est le 7e roi. Donc, qui a fait un coup d'État, nous on appelle ça Kafou Diasso, aux empereurs de Ouagadougou. Il a pris tous leurs biens et il est revenu avec ça à Soso. Et du coup, comme Mandé était un royaume vassaux de Soso et que Soumaoro Kanté a dominé Soso, donc du coup, il domine Mandé. Voilà. Et par contre, les Mandinkas, de façon globale, et les Soso, ils n'avaient pas trop la même vision. C'est là où on va rentrer un peu dans ce qu'on appelle un peu les puristes et ceux qui sont déjà, on voit que depuis 1050, les rois de Mandé, ils sont quand même rentrés dans l'islam. Bon, même s'ils n'ont pas pratiqué l'islam comme ça se pratique maintenant, mais les rois, quand même, ils étaient islamisés, quoi. On le voit un peu avec leur nom.
Et, et aussi, donc ils collaboraient beaucoup plus avec ce qu'on appelle les Arabes du Kenya-Congo, c'est-à-dire que le Sahara, les habitants du Sahara. Parce qu'à l'époque, eux, il y avait beaucoup de brigands qui venaient, qui faisaient des razzias, hein, les Arabes et ce qu'on appelle les Berbères, là, qui sont nos frères, en fait, certains qui sont nos frères et d'autres qui sont, mais qu'on appelle les Berbères, là, qui sont dans le Sahara, là-bas, et qui venaient faire des razzias. Et nous, on appelle Bingani. C'est-à-dire qu'ils venaient sur les chemins des champs. Quand ils voyaient une femme et un enfant, seuls, ils les ramassaient, ils partaient avec, quoi. Mais quand il y avait aussi des guerres au Mandin ou ailleurs, hein, et celui qui a gagné, ben, il prenait ceux qui sont vaincus, ils sont pris la plupart du temps comme captifs, hein, ou ils sont pris comme captifs, ou ils se soumettent. Ils se soumettent donc, il faisait quand même, il y avait du commerce de captifs avec les Soning, avec l'Empire de Ouagadougou. C'est les Arabes qui faisaient ça par intermédiaire, bien sûr, de l'Empire de Ouagadougou, et puis avec le Mandé. Hein. Et par contre, les rois de Soso, ils étaient contre ça, ils combattaient ça. Et notamment le Soumaoro Diarisso, Soumaoro Kanté, lui, il a durci plus le ton que ses aïeux. Il a durci plus le ton que les aïeux. Donc, quand il a vaincu les empereurs de Ouagadougou, qui sont allés justement se confier à ces berbères-là du Sahara, hein, du désert, hein, et après, ils sont revenus. Mais Soumaoro avait cassé leur empire et ils avaient ramassé tous leurs biens. Et donc, Soumaoro a cherché à soumettre donc, tous les royaumes vassaux qui étaient dans l'empire de Ouagadougou. Y compris que son intention, c'était encore de l'agrandir encore davantage. Mais ces lois, justement, le fait qu'il était contre l'esclavage, la captivité aussi, la captivité, que ce soit les esclaves qu'on vendait aux Arabes ou la captivité interne, Soumaoro Kanté était contre. Parce qu'il disait que celui qui s'appuie sur d'autres personnes pour vivre, c'était un feignant et que c'était un parasite, quoi. Donc il fallait que tout le monde travaille. Et c'est là où c'est ce que les Mandinkas n'ont pas aimé. C'est ce que les Mandinkas n'ont pas aimé. Voilà. Et comme ils n'ont pas aimé, le fils aîné, Dankarantouma, voilà, il s'appelle. Dankarantouma, le frère de Soundiata, il s'appelle Dankarantouma. C'est lui, à la mort de Nare Magan Konaté, c'est-à-dire le père de Soundiata Keïta, c'est Dankarantouma qui a pris le pouvoir. Mais si je reviens un peu en arrière, la maman de Soundiata Keïta s'appelle Sogolon Kondé. On l'appelle Sogolon Koudouma Kondé. Elle était bossue. Elle était bossue. Et alors, cette femme, elle est les Kondé. Les Kondé, quand on dit Kondé, on dit Koné, on dit Djara. C'est la même chose. Donc, elle aussi, elle était la nièce du roi Do Nyemoro Djara. Do, c'est un pays. Alors, Nyemoro Djara, c'était le roi de Do. Et c'est sa nièce qui était donc qui était bossue, mais qui était élevée par la sœur du roi, donc sa tante. Et alors, ça vaut le coup de raconter peut-être cette histoire de Sogolon Kondé, la maman de Soundiata, parce que toute la puissance de Soundiata, il le doit à sa mère, en fait, quoi. Parce que du temps de Nare Magan, il y a un chasseur qui était passé un jour. Nare Magan, il avait des problèmes d'avoir des enfants. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants.
Après, il a eu son fils Dankarantuma, là. Alors, Dankaran, c'est aussi le nom d'un antilope qui n'est plus d'ailleurs au Mandin. Ils sont partis. Et il paraît que quand Dankarantuma est né, le soir où il est né, c'est Dankaran, là, ils criaient qu'une seule fois par an, ils crient, mais en groupe, quoi, ils crient. Et ça annonçait une saison où, quand ils crient aussi, quand un enfant est né pendant ce temps-là, et cet enfant peut être roi, ce qui a été le cas. Donc, Dankarantuma, il est né au moment où ces antilopes, je ne sais pas comment on dit ça en français, hein, mais criaient quoi, dans la nuit, dans la forêt. Par contre, Do Nyamodjara, c'est-à-dire le roi de Do, il vivait avec sa sœur, sa grande sœur, c'est sa sœur aînée en plus. Mais à un moment donné, les voyants lui ont dit de faire un sacrifice, mais que ce sacrifice doit être fait entre garçons, entre hommes. Il ne fallait pas associer une femme dedans. Et quand il a fait ça, sa sœur donc a entendu ça, qui s'appelle le nom m'échappe. Bon, elle a entendu ça et ça ne lui a pas plu. Elle allait voir son petit frère. Elle a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et il a dit, ben, parce que... Non, quand il a sacrifié le bœuf là, il a acheté un mouton, il a été donné ça à sa sœur pour dire que voilà, on lui a dit de sacrifier un bœuf, mais il n'y a que les héritiers qui doivent manger ce sacrifice, pas les héritières. Alors, la sœur, elle n'était pas contente. Elle a dit, dans ce cas-là, vous me considérez comme un non-héritière, héritière, quoi. Elle a dit donc, elle a dit, le fait que vous ne m'avez pas fait ça, à partir de maintenant, dans la forêt de Do, je ne veux plus voir de sa sœur. Et cette femme, elle s'est transformée, son nom me reviendra peut-être pendant le... Elle s'est transformée en buffle. À l'époque, il y avait des gens qui pouvaient se transformer en... Selon les familles, il y a des familles qui pouvaient se transformer en lion, d'autres familles qui pouvaient se transformer en hyène, d'autres en serpent, d'autres en des animaux différents. C'est-à-dire qu'une famille ne peut pas se transformer, mais chaque famille avait la possibilité de se transformer dans une... Alors, elle s'était transformée en buffle. On appelle ça Do Sigi. Sigi, c'est donc le buffle. Hein. Et elle tuait beaucoup de chasseurs. Et il y a deux chasseurs, deux jeunes chasseurs de notre royaume de Mandin qui ont entendu ça. Ils ont dit, bah, il faut qu'on aille aider nos parents de Do pour maîtriser ce buffle-là, quoi. Et, mais en partant, ils sont passés par Dakadjala, là où il y a le père de Soundiata Keita. Ils sont venus, ils ont dit, voilà notre papa. Alors, ces deux garçons, ils s'appellent Dammassa. Dammassa, Dam, c'est la forêt. Massa, c'est le roi. Dammassa Oulani, Oulani, c'est petit Oulan. Et Dammassa Oulamba, c'est grand Oulan. Donc, c'est le grand frère et le petit frère. Donc, c'était deux princes de Dan. C'est des Traoré, patronyme Traoré. Donc, ils sont venus au Mandé, à Dagadjala, c'est le père de Soundiata, pour lui faire part de leur voyage pour aller à Do, essayer de tuer ce buffle qui n'arrête pas de tuer les chasseurs. Donc, ils sont partis. Bon, il leur a fait ses bénédictions, tout ça, ils sont partis. Et quand ils sont partis, on leur a dit que ils avaient parce qu'à l'époque, avant de faire quoi que ce soit, ils voyaient toujours un voyant qui leur disait s'il faut faire des sacrifices ou autre. Donc, il y a un voyant, effectivement, qui leur avait dit de faire des sacrifices
Parmi les sacrifices, il y avait des œufs qu'il fallait, quand le buffle va les poursuivre, qu'il fallait casser ces œufs-là. Et bon, en gros, ils ont réussi. Alors, quand ils sont arrivés, en fait, la femme, elle ne reste pas tout le temps sous forme de buffle, quoi, d'animal, quoi. Elle reste sous forme d'humain. Et c'est quand elle voit les chasseurs qu'elle se transforme en buffle. Et quand ces deux jeunes sont venus, ils ont vu la femme là, donc la femme en train de travailler. Ils sont venus, ils l'ont aidé, ils ont dit, mais pourquoi tu travailles tout seul, tu n'as pas d'enfant et tout. Et ils l'ont aidé à travailler. Ils sont restés quelques jours avec elle et ils ont été très gentils avec elle. Et à un moment donné, elle a dit, c'est quoi le but de votre voyage? Ils ont dit, ben, on a entendu parler de ce buffle qui tue les chasseurs et tout ça. Et ben, on va aider nos parents de dos pour essayer de le tuer, quoi. Et il se trouvait que le roi de Do, Nyamo Djara, avait promis de donner beaucoup d'or et la plus belle jeune fille de la ville à celui qui va réussir à tuer le buffle. Et à ces deux jeunes chasseurs-là, Damasa Woulani et Damasa Woulamba, les voyants leur ont dit, quand vous allez réussir à tuer le buffle, si vous allez dans la ville, le roi il va réunir toutes les filles de la ville et ne choisissez pas la plus belle. Choisissez, il y a une fille là-bas qui est bossue, vous verrez, il y aura une fille qui est bossue, et elle fait partie de la famille royale. C'est cette fille qu'il faut prendre, et cette fille va mettre au monde un grand homme. Voilà, donc la vieille dame, je me souviens toujours pas du nom, et leur dit, ben, c'est moi le buffle de dos. C'est moi. Et comme vous avez été gentil avec moi, je vous donne les secrets pour pouvoir me tuer. Donc, elle leur a donné les secrets pour qu'ils puissent la tuer. Donc, elle est allée dans la forêt, puis elle est revenue sous forme de buffle. Et effectivement, ils ont couru, ils ont fait les différentes phases de sacrifice qu'il fallait faire. Et à un moment donné, il y a le petit frère qui s'est arrêté, quoi. Il a fait face au buffle et il a visé, il a tiré dessus, le buffle est tombé. Le buffle est tombé, il a crié, le buffle, il a fait un cri très fort. Et le grand frère de Damasa Woulamba, il a eu tellement peur qu'il a couru, il est monté sur un arbre, quoi. Mais le frère n'a pas eu peur, lui, il est allé doucement. Il est arrivé jusqu'à le buffle qui était agonisant et le buffle, après, s'est refroidi et il lui a enlevé, il a retiré sa flèche. Et c'est là que son grand frère est descendu. Il a commencé à lui faire des compliments. Et le petit frère, il a dit à son grand frère, si tu étais un griot, ben, personne ne peut te résister, quoi. On te donnera tout. En Bamana, ça veut dire ni tunkera djelié, idjebagate. Et ce sont ses descendants à lui qui sont devenus les djabaté, là qu'on est le djebagate. Donc ils sont devenus griots du coup, parce qu'après cette Django, après avoir tué le buffle et est venu au Mandé avec Sogolon Condé, et bien, ils ont continué à aller dans les villes parce que tout le pays disait qu'il y a deux jeunes frères qui ont tué le buffle. Donc, ils allaient dans les villes raconter comment ils ont fait pour tuer le buffle et le grand frère qui faisait des compliments à l'autre. C'est comme ça que les descendants du grand frère sont devenus des djeli, des griots si on veut. Voilà. Alors, quand ils ont tué, donc ils sont allés à Do et le roi a tenu sa parole. Il a réuni tout le village. Il a sorti toutes les jeunes filles du village. Il a donné l'or. Ils ont dit, nous,
on ne veut pas d'or, on veut juste une femme. Donc, il a dit, voilà toutes les filles, là, vous choisissez. Mais je crois même qu'il n'avait pas voulu laisser sortir sa nièce, là, tellement comme elle est bossue et tout, il n'avait pas laissé sortir. Et eux, ils ont regardé toutes les filles, ils ne voyaient pas de bossue. Ils ont dit au roi, mais il y a une jeune fille ici qui est bossue, pourquoi vous ne l'avez pas sortie? Il me dit, il leur dit, mais pourquoi vous voulez une jeune fille bossue? Il y a autant de belles jeunes filles là. Ils ont dit, nous c'est celle-là qu'on veut. Il a dit, mais celle-là, c'est ma nièce. Ils ont dit, ben, c'est elle qu'on veut. Donc, il leur a donné et ils sont partis avec. Mais la maman de Sundiata, sa tante qu'il avait élevée, lui avait donné une bonne partie de ses pouvoirs de pouvoir se transformer. Et donc, comme les voyants leur avaient dit à ces deux chasseurs que cette femme va mettre au monde un enfant qui va devenir un grand homme, et eux, ils ont dit, bon, ben, le petit frère, il a dit, ben, grand frère, comme c'est toi le grand frère, ben, c'est à toi d'essayer de l'avoir, quoi. Donc, mais quand la nuit, il se couche et qu'il essaie de l'approcher, eh bien, elle se transforme en bête, quoi. Et du coup, il a peur, il sort en courant. Et le lendemain, il dit à son frère, mais c'est pas possible. Et quand j'ai voulu la toucher, ben, elle s'est transformée en bête. Et ça m'a fait peur. Donc, le frère dit, ben, moi, je vais essayer aussi. Petit frère. Le petit frère, il essayait aussi, ça n'a pas marché. Donc, ils sont revenus au Mandé, parce que c'est sur leur route. Hein. Quand ils sont revenus au Mandé, mais les voyants avaient dit aussi à Naremagan qu'il y a deux jeunes chasseurs qui vont passer ici avec une femme. Si tu arrives à avoir cette femme-là, cette femme va mettre au monde un enfant qui va avoir un grand nom, qui va être un grand homme. Ils avaient dit ça à Naremagan Konate, le père de Sundiata. Voilà, donc quand ils sont venus dire à Naremagan que voilà, ils ont réussi à tuer le buffle et que on leur a donné cette femme en récompense, mais que, à vrai dire, c'est pas une femme ordinaire, quoi. Donc, comme toi, t'es roi, et bien sûr, Naremagan, lui, il voulait qu'on le lui laisse, quoi. Et Naremagan, du coup, a donné sa sœur à Damasa Oulamba. C'est pour ça qu'on dit que les Djeli, quand ils chantent, ils disent que les Keita, Sundiata Keita et Soumaoro Kanté sont des cousins. Parce que Sundiata Keita et Soumaoro Kanté, pas Soumaoro Kanté, pardon. Tiramagan Traoré, parce que c'était un des généraux de Sundiata Keita, Tiramagan Traoré. Et Tiramagan Traoré, là, c'est le fils de ce, comment on appelle ça, de Damasa Oulani. Voilà. Voilà le lien entre... Et donc, Naremagan a donné sa sœur aux deux jeunes-là, et c'est le jeune frère qu'il a épousé, et lui, il a gardé un Sogolon Kondé, Sogolon Koudouma Kondé, la maman de Sundiata. Bon, après tout ce qui s'est passé, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Sogolon Kondé a eu Sundiata Keita comme fils, mais sa première femme, Nana Triban, qui était très jalouse et qui a mené une vie dure à Sogolon Kondé, quoi. Et, comme en plus son fils qui n'était pas, qui était un, je ne sais pas comment on appelle ça, Nabara, celui qui ne peut pas marcher, quoi. À sa naissance, il y en a qui disent qu'il a marché au bout de 7 ans, d'autres qui disent plus. Et il ne pouvait pas marcher pendant que les autres garçons allaient attraper les margouillas, aller chercher des fagots, aller chercher des feuilles de baobab. Et ben, lui, il restait, quoi. Elle était obligée d'aller demander à ses co-épouses ou à ses voisines des choses que son fils aurait pu lui faire s'il était valide, quoi. Et alors, d'après l'histoire, c'est un jour, la maman,
est venu, elle a appelé le fils, elle a pleuré, quoi. Et il a dit, depuis que tu es né, tu es là, tu es couché, tu ne peux pas te lever. Et la coépouse, elle me mène la vie dure et tout ça. Et que là, Sundiata, il s'est fâché. Il a dit au forgeron, parce que Sakurwa, il avait un forgeron, et il avait un djeli attitré. Djeli, bien sûr, djeli en bamana, ça veut dire le sang. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la signification de sang. En fait, au Mandé, pendant justement ça a été confirmé pendant l'assemblée de Kouroukanfoura, quand ils ont fait la constitution, mais le truc Djeli existait déjà. Donc, en fait, ils ont divisé la société en deux groupes principaux. Deux groupes principaux, deux catégories. Ce qu'on appelle les Nyamakala. Nyama, c'est le maléfice. Nyamakala, c'est l'antidote du maléfice. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont divisé la société en deux groupes. Et ces groupes, groupe 1, qui est composé des rois, des gens libres, quoi, hein, qui ne sont pas des gens de métier, qui ne sont pas des artisans ni des artistes autres, mais qui sont des chasseurs, qui sont des guerriers ou des militaires, qui cultivent, qui gouvernent. Eux, on les a appelés les Tontigi. Tontigi. Ton, c'est la boîte que les chasseurs mettent sur leurs épaules comme ça, dans une boîte ronde dans laquelle ils mettent les flèches. C'est ça qu'on appelle le ton. Donc, ils ont appelé un groupe les Tontigi. Vous êtes des porteurs de carquois. Et l'autre groupe, ils les ont appelés Tontan ou Nyama Kala. C'est-à-dire les antidotes du maléfice. Nyama, je pense que c'est le maléfice, hein, si je ne me trompe pas. Alors, parce que nos ancêtres, ils considèrent que quand dans leur... quand ils disent, je vous l'ai expliqué l'autre fois, là, les trois branches du progrès humain, c'est le savoir, le travail et la rectitude. Alors, ils disent que le savoir précède tout. Donc, pour eux, quand on maîtrise quelque chose, on lui enlève tous les risques, quoi. Voilà. En fait, le mot risque peut-être convient mieux que maléfice. Voilà. Les anti-risques, quoi. Ceux qui ne courent aucun risque dans le métier qu'ils pratiquent. Pourquoi? Parce qu'ils le maîtrisent. Quand on maîtrise quelque chose, on élimine les risques de cette chose-là. Mais quand on ne le maîtrise pas, on encourt des risques. Donc, ils ont appelé ce groupe Nyamakala. Et ce groupe est composé de 4 groupes, 4 sous-groupes. Le deuxième groupe, il est composé de 4 sous-groupes. Le premier groupe, c'est les forgerons. Les forgerons, ils sont divisés aussi en plusieurs groupes. Il y a les forgerons qui travaillent le fer, il y a les forgerons qui travaillent le bois, il y a les forgerons qui travaillent les métaux purs, l'or, l'argent et autres. Il y a les forgerons qui travaillent, qui font... Bon, en tout cas, il y a 4 groupes de forgerons. Le troisième, je ne m'appelle pas. Ensuite, donc, mais on considère que c'est un groupe, hein, c'est les forgerons, hein, il y a des sous-groupes forgerons. Ensuite, il y a les djeli. Parce qu'on dit ngara, nani, ngara. Quand on dit ngara, on m'a dit que c'est quelqu'un qui maîtrise son métier. Je vous ai parlé de ngara, hein, que ngara, le mot Ghana vient de ngwana. Ngwana ou ngara, quand il s'agit de chanter ou autre, quand c'est ngwana, quand il s'agit de guerre ou autre. Donc, 4 ngwara, c'est forgeron. Djeli qui veut dire sang. Alors, pourquoi sang? Parce que nos ancêtres ils considèrent que une société humaine, c'est comme un être humain. Il a des jambes pour marcher, il a une tête pour réfléchir, il a des yeux pour voir, il a
comme un être humain. Il mange, il a un sang qui lui circule dans le corps, il peut être faible, il peut avoir faim, il peut être malade. Donc, on dit, dans le corps humain, si le sang arrête de circuler, ben, l'être humain, il meurt. Donc, ils disent que la société aussi, il faut qu'il y ait un sang qui circule dans la société. Et donc, on a nommé les djeli, ce qu'on appelle vulgairement griot, qui vient du mot portugais criado, parce que les Portugais, quand ils sont allés en Afrique, ils ont vu que les griots, le roi, il parle bas, et le griot, il porte haut, ou bien quand les griots, ils font des compliments à quelqu'un, ben, ils le font fort et tout. Donc, ils les ont appelés criado, criado. C'est criado qui est devenu griot. Sinon, en Mandinka ou en Pamana, c'est djeli. Djeli, ça veut dire sang. Donc, c'est le sang qui circule dans la société. Ils ont dit, vous, votre rôle, c'est de dégayer la société. Quand il y a des conflits entre les gens, d'aller les réconcilier, de garder les valeurs traditionnelles, de les transmettre aux générations futures, de ne pas les perdre, toutes nos valeurs sociétales. Donc, ça, c'est votre rôle. Donc, il faut que vous maîtrisez la parole. Il faut savoir qu'à l'époque, pour devenir un Nwara djeli, il fallait 7 ans d'études pour apprendre l'art de la parole. Et bon, maintenant, tout ça, c'est devenu les griots, c'est devenu plus les artistes musiciens et autre chose, quoi. Mais sinon, ils avaient un grand rôle dans la société. C'est-à-dire que les mariages, c'est eux qui, quand vous voulez, quelqu'un veut marier son fils, ben, il passe par un griot. Quand il y a les mariages, c'est les griots qui font les intermédiaires. Quand il y a les décès, quand il y a des problèmes entre deux villes, c'est les griots qui font qui sont les réconciliateurs ou dans une famille. Et quand alors chaque famille royale avait un griot qui lui est attaché et donc qui connaît bien son histoire, qui le transmet à ses enfants, ainsi de suite. Voilà. Donc, Mandé, ils avaient divisé la société en 2 groupes comme ça. Après, il y avait le troisième c'était les cordonniers. Les cordonniers, eux, ils travaillent le cuir, hein. Le cuir pour l'habillement des cheveux, pour les chaussures, pour voilà, tout ce qui est cuir, quoi. Ça, c'est les cordonniers. Et les finas. Alors, les finas, c'est un peu comme les djeli, mais eux, c'est plutôt des diplomates. C'est-à-dire que eux c'est entre roi et roi. Par exemple, le roi de Mandin, c'est comme les ministres des Affaires étrangères actuellement. Voilà. Les finas, eux, ils jouaient ce rôle-là. Voilà, ils jouaient ce rôle-là. C'est pareil, il fallait qu'ils maîtrisent bien la parole, le commerce aussi, parce que quand il y avait des négociations de commerce entre deux royaumes, c'est les finas qui jouaient ce rôle-là. Donc, la société était divisée entre ces 4 groupes. Mais maintenant, beaucoup ont... Alors, ils n'avaient pas le droit, les Nyamakala avaient le droit de se marier entre eux. Les Nyamakala pouvaient se marier entre eux. Mais les Nyamakala et les Tontigi n'avaient pas le droit de se marier entre eux. Mais beaucoup pensent que c'est parce que les Tontigi sont plus nobles, ils sont supérieurs que les Nyamakala. La raison n'est pas du tout ça. La raison, c'est qu'ils ont dit qu'un enfant est toujours entre 2 familles, entre la famille de son père et la famille de sa mère. Donc, si un Tontigi se marie avec un djeli, une femme djeli par exemple, un Tontigi, monsieur Tontigi se marie avec une femme djeli, et bien cet enfant, il est entre les 2 familles. Donc, il va hésiter, est-ce qu'il va rester Tontigi ou il va devenir djeli? Donc, ça va le perturber et ça va amener un désordre, un déséquilibre plutôt, voilà, dans la société, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont interdit le mariage interdit. Ils n'ont pas toléré, quoi. Les gens le faisaient, hein, mais ce n'était pas toléré. La raison, c'est simplement parce que si ma mère est djeli et que mon père, il est Simbo, qu'est-ce que je vais choisir, Simbo ou bien djeli? Je pourrais tenter d'être djeli et ensuite, on ne sait plus où on est, quoi. Donc, ils avaient mis cette barrière-là. Mais beaucoup pensent aujourd'hui que c'est parce que ce qu'on appelle Oron, c'est question de nobles
et de pas noble. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'un tontigi n'est pas plus noble qu'un djeli, il n'est pas plus noble qu'un forgeron, il n'est pas plus noble qu'un cordonnier ou qu'un finant. Ils ont les mêmes qualités. Simplement, ces gens-là, c'est des artistes et les artisans. Voilà, c'est les artistes et les artisans qui ont des métiers qu'ils doivent maîtriser et transmettre à leurs descendants. Voilà, de génération en génération. Voilà, et que les tontigi, eux, c'est des chasseurs, c'est des cultivateurs, c'est parce que les griots et les autres, ils ne cultivaient pas, ils n'allaient pas dans les champs et autres, ils faisaient que leur métier de... Disons. Alors, donc, il fallait quand même nourrir la société. Donc, les tontigi, eux, ils étaient destinés à faire l'agriculture, à faire la chasse, et quand il y a la guerre, à faire la guerre. Par contre, les autres ne font pas la guerre non plus. Et quand il y a la guerre, ben, un tontigi ennemi, si c'est que le djeli en face, c'est djeli ennemi, il n'a pas le droit de le tuer. Il y avait ces règles-là. Voilà. Donc, à l'avènement maintenant de Soundiata Keita, quand Soumaoro Kanté a donc vaincu l'empire de Ouagadougou et qu'il a voulu mettre tous les royaumes vassaux sous sa gouvernance, et le frère de Soundiata, au départ, ne voulait pas. Comme il n'a pas voulu, Soumaoro est venu l'avertir, il a dit, si tu ne veux pas, je vais mettre un autre roi à ta place. Et donc, finalement, la maman de Dankaratouma a dit non, il faut accepter tout. Ils lui ont même donné une des sœurs de Dankaratouma, une des filles de Narema Keita, à Soumaoro Kanté. Il l'a épousée. D'ailleurs, cette fille a joué beaucoup pour la victoire de Soundiata Keita contre Soumaoro Kanté. Donc, mais Soumaoro, donc, il a obligé les Mandinka à ne plus pratiquer du tout la captivité, encore moins le trafic d'esclaves, c'est-à-dire aller vendre des esclaves ailleurs et tout ça. Et il a mis beaucoup d'autres lois plus sévères, quoi. Donc, ce sont ces lois qui n'ont pas plu aux Mandinka. Ils se sont concertés, ils ont dit qu'il faut qu'on sorte de ce royaume, quoi. Donc, ils ont poussé le frère de Soundiata Keita à faire une révolte contre Soumaoro Kanté. Quand ils ont fait cette révolte, Soumaoro Kanté a organisé un grand bataillon pour venir déloger le frère de Soundiata, le frère aîné qui était donc devenu roi après la mort de leur père, Dankaratouma. Quand il est venu, ce Dankaratouma, il a fui. Il a fui avec sa suite, quoi. Ils ont fui. Ils sont allés s'installer à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Kissidougou, en Guinée, actuelle Guinée-Conakry. La ville qu'on appelle Kissidougou. Kissidougou, ça veut dire la ville qui m'a sauvé. Kissi, c'est sauvé. Dougou, c'est la ville. Donc, et Soumaoro Kanté, il a mis un camarade à la place de Dankaratouma. Mais un camarade très, très sévère encore. Très sévère, quoi, pour gouverner le Mandé. Et donc, là, les Mandinka, ils n'étaient pas contents, évidemment. Et ils se sont concertés. Et bien sûr, ils vont voir les voyants. C'est là où les voyants leur disent, ben, il y a un homme qui peut sauver le Mandé, c'est un fils de Mandé, mais il est en exil à quelque part. Il faut aller le chercher, celui-là. Bon, j'ai sauté la partie où Soundiata est parti en exil, parce qu'en fait, la maman de Dankaratouma, là, son frère aîné, a tellement mis la pression sur sa maman. Et Dankaratouma aussi a tellement mis de pression sur Soundiata. Il a même cherché à le tuer et tout. Parce que Soundiata, quand il a marché après, il est devenu très fort, il est devenu très, très, très habile, très, très, très guerrier. Donc, tout le monde l'aimait, quoi, au Mandé et à Dagadjala. Et ça ne plaisait pas à la maman de Dankaratouma.
Donc, il s'est mis à jalouser, à leur poser beaucoup de problèmes. Et c'est là où la maman de Sundiata a décidé, elle a dit à son fils, il a dit, une chose qu'on ne peut pas résoudre en étant posé, il faut voyager pour régler cette chose-là. Le terme en Bamana, ça veut dire les Djeli le sentent encore aujourd'hui. C'est-à-dire quand on ne peut pas résoudre ce problème en étant ici, il faut qu'on s'éloigne d'ici pour résoudre le problème. Donc c'est là où Sundiata est parti en exil avec sa mère et sa sœur, parce qu'il a eu une sœur aussi, Sundiata. Sa maman a eu une fille aussi. Et ils sont partis justement ils sont partis d'abord à Ouagadougou. Et quand ils sont arrivés à Ouagadougou, les empereurs de Ouagadougou, ils l'ont envoyé sur leur neveu à Mema, les Tunkara de Mema. Donc ils sont allés là-bas, Sundiata est allé là-bas, et il est devenu donc le Kankorosigi du roi de Mema. Et Kankorosigi, c'est le second, quoi, le bras droit du roi de Mema, parce qu'il était brave, c'était un grand guerrier, c'était un grand chasseur, un grand symbole, et au point que le roi voulait qu'il soit son successeur, quoi, le roi de Mema. Mais c'est pendant cette règne de ce Camara sur le Mandé et qui faisait appliquer les lois de Soso sur le Mandé et que les Mandinkas ne voulaient pas. Ils ont donc organisé... ah oui, entre-temps, il y a le griot de Soumaoro Kanté, comment on appelle, de Naremaran Konate, qui s'appelle Bala Faseke Kouyaté. Bala Faseke Kouyaté. Kouyaté, ça veut dire en fait, ça veut dire qu'il y a un serment entre nous. Kou, c'est chose, yante, est entre nous. Le patronyme Kouyaté veut dire ça, Kouyante. Donc, c'était le griot personnel de Sundiata Keita. Et quand sa sœur, sa demi-sœur, donc la sœur d'Ankarantouma a été mariée, a été donnée à Soumaoro Kanté, le griot l'a accompagné. Et quand il l'a accompagné, la fille donc de Naremaran Konate à Soso, et Soumaoro Kanté avait un balafon qu'il jouait. Et quand un jour il est venu, il était parti à la chasse, Soumaoro Kanté, quand il est revenu, il entendait de loin, il entendait quelqu'un qui jouait son balafon. Et ça lui plaisait dans ses oreilles. Et quand il est venu, il est monté, parce qu'il avait un bâtiment de 7 étages à l'époque, 7 étages. Et il est monté, et dans ce dernier étage, il avait tous ces bolis, ce qu'on appelle les bolis, c'est les fétiches, les fétiches qu'il avait, toutes sortes de fétiches. Il avait un pouvoir mystique fort, quoi. Comme ses aïeux d'ailleurs, ces 6 aïeux qui l'ont précédé. Et il est monté, il a trouvé Bala Faseke en train de jouer le balafon. Il a dit, toi, je vais te garder. Et il a gardé avec lui. Il n'a plus voulu le laisser venir au Mandé. Donc, Bala Faseke est resté là-bas avec la fille de Naremaran Konate. Ils sont restés à Soso avec Soumaoro Kanté. Et quand ils sont allés chercher maintenant, quand les voyants ils ont dit qu'il faut aller chercher ce fils de Mandé qui a quelque part. Alors, bien sûr, en partant, il paraît qu'ils ont pris des ingrédients de Mandé, tout ça là. Bon, finalement, ils ont fini par trouver Sundiata Keita et sa mère et sa sœur. Mais quand ils sont venus le chercher, Sundiata ne voulait pas laisser sa maman comme ça partir. Mais sa maman dit, il faut que tu partes. Il faut que tu partes. D'après les dires, les historiens, cette nuit-là, quand Sundiata a été voir sa maman pour lui expliquer l'histoire, que les gens sont venus le chercher pour aller combattre Soumaoro Kanté, pour libérer le Mandé, mais que lui, il ne peut pas. D'une part, il y a le roi de Mema qui sera pas trop content et qui ne veut pas laisser sa mère. Alors, il paraît que sa mère
la nuit, elle s'est mise à faire des prières et tout ça, et que le lendemain, elle est décédée. Et Sundiata l'a enterrée là-bas, à Mema. Donc, et finalement, le roi de Mema lui a laissé partir, Sundiata, et il lui a même donné des hommes, hein, des cavaliers. Et de Mema, il est allé à Ouadou, à Koumbi, où ils lui ont donné aussi des hommes là-bas. Donc, il est venu déjà avec un certain nombre de militaires, quoi. Donc, c'est là où il est venu. Quand il est venu en Mandé, il a été accueilli. Il y avait les camarades, il y avait Sibi, ce qu'on appelle Sibi. Sibi, c'est une ville qui existe encore au Mali, hein, entre Bamako et Guinée. Ça s'appelle Sibi. Sibi Mwana Faran Kamara. C'était un grand symbole aussi, un grand guerrier. Trop, quoi. Donc, il est venu se confier à lui. Et donc, ils ont réuni autour de Sundiata, je crois, c'est 8 royaumes. Il y avait le royaume il y avait 8 royaumes, y compris le royaume des Mossi, hein, et le Mossidou. Et pour organiser une révolte contre Soumaoro Kanté, quoi. Donc, c'est là où il y a eu 5 batailles. Il y a eu 5 batailles. Et dont le dernier s'est passé à Krina Calabin, la bataille de Krina. Et c'est là où Soumaoro et ses compagnons, ils ont vaincu Soumaoro Kanté, mais qui n'ont jamais réussi à frapper. En fait, il est rentré dans les grottes dans les grottes de Koulikoro, Nyanankulu de Koulikoro. Ils n'ont jamais trouvé jusqu'à présent. Et voilà. Et suite à ça, ils ont dit bon, qu'ils vont laisser une année passer, et qu'après cette année-là, ils vont faire un grand rassemblement pour voter des lois, pour voter une constitution pour l'ensemble du Mandé, pour stabiliser le pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé passer une année. Une année après, ils ont fait l'assemblée de Kouroukanfoua, où Sundiata et ses compagnons, chacun des rois est venu s'agenouiller devant Sundiata. Il pique sa flèche. Ça veut dire que je me soumets à toi. Donc après, Sundiata, il lui rend sa flèche, il accepte. Donc tous je crois que c'est 12 rois, hein. J'ai la liste, je ne pourrais pas vous donner la liste là. Et donc c'est ainsi que Sundiata est devenu empereur, parce que le roi des rois. Et là, pendant plusieurs mois, hein, ils ont voté la constitution de Mandé. C'est-à-dire chaque soir, ils se voient, et le lendemain, ils viennent, ils prononcent des lois. Après, ils se voient le soir, et puis le lendemain, ils viennent, ils prononcent des lois. Et donc ça, c'était en 1236, je crois. Alors, si je donne la liste des rois à partir de Sundiata Keita, hein, c'est 1235, 1255. Ça, c'est le... Voilà, c'est 1235 à 1255. Voilà, c'est Sundiata Keita donc. Après sa mort, c'est Mansa Woulé. Mansa Woulé, ça veut dire rouge, le roi rouge. Keita, alias Yereninko, fils de Sundiata, qui a régné 1255-1270. Après lui, c'est Wati Keita, fils de Sundiata, 1270-1274. Après, c'est Khalifa Keita, fils de Sundiata, 1274-1275. Après, c'est Abou Bakr, petit-fils ou neveu utérin de Sundiata, alias Batamandé. Il y en a qui disent Borimandé, 1275-1285. Après, c'est Sakura, alias Yereninko. C'était un affranchi, justement en parlant, c'était un affranchi de la famille royale, c'est-à-dire que c'était un captif, et qui a pris le pouvoir en 1285.
1300. Après, c'est Kou ou Ko Keita, fils ou petit-fils par Mansaoulé de Sundiata, de 1300 à 1305. Après, c'est Muhammad. On voit déjà les patronymes. Hein. Il y a très peu de Magam maintenant. C'est Muhammad Keita, alias Mamadi, fils de Kou. C'est 1305 à 1312. Après, il y a eu Moussa Ier Keita, alias Mansa Moussa, alias, ils ont marqué Kankan, mais c'est Kankoum Moussa. C'est celui-là qui est parti à la Mecque, là. Alias Kankoum Moussa, voilà, ils ont écrit quand même Kankoum Moussa. Ensuite, il y a eu Moussa Ier Keita, alias Mansa Moussa, alias... Non, je me trompe de ligne là. C'est Magan Keita, pardon. Magan Keita, fils de Kankoum Moussa, 1337-1342. Après, il y a eu Suleiman Keita. On voit les patronymes déjà que ça, c'est des patronymes, c'est des prénoms, pardon, des prénoms islamiques. En fait, en réalité, il n'existe pas de prénom islamique parce que quand l'islam est venu, les Arabes, ils ont pris leur nom, quoi, enfin, leur nom de leurs ancêtres. Mais maintenant, les musulmans en Afrique, ils pensent que c'est des noms musulmans. Donc, quand un enfant est né, il faut nécessairement, si tu es musulman, il faut nécessairement lui donner un patronyme, un prénom musulman. Or que c'est des prénoms arabes, ce n'est pas des prénoms musulmans, c'est des prénoms arabes. Mais les parents, ils pensent que les musulmans africains pensent que c'est des prénoms musulmans. Donc, Mohamed Keita, alias Mamadi, fils de Kou. Après, il y a eu Moussa Ier Keita, alias Mansa Moussa, alias... Je suis en train de revenir en arrière. Excusez-moi, hein. Je me suis trompé là. Ouais. Après Magan Keita, c'est Suleiman Keita. Lui, c'est le frère de Kankoum Moussa. C'est son frère. C'est 1342 à 1360. Après, il y a eu Kassa Keita, fils de Mansa, Suleiman, 1360. Après, il y a eu Mari Diata. Mari Diata. Bon, Diata, ça veut dire lion, hein, comme Sundiata. En fait, Sundiata, c'est Sogolo Diata. C'est Diata de Sogolo. Sogolo Kondé qui est sa maman. Hein. Donc, à chaque fois, quand vous voyez Mari Diata, c'est Diata de Marie. Donc, Mari Diata Keita, fils de Magan, Magan Ier, 1360 à 1374. Après, il y a eu Moussa II Keita, fils de Marie Diata, 1374 à 1388. Après, il y a Magan II Keita, frère de Moussa II, 1388. Oui, donc une année là. Après, il y a eu Sandaki, affranchi, encore un affranchi de la famille royale. Donc, ça veut dire que c'était encore un captif qui est devenu roi. Un affranchi royal, 1388-1389. Après, il y a Mahmoud Ier, alias Magan III, descendant de Kou, 1390 à début 15e siècle. Ensuite, il y a eu Mansa Moussa III, petit-fils de Mahmoud Ier, 15e siècle aussi. Ensuite, il y a eu Mansaoulé. Mansaoulé, ça veut dire le roi rouge, 2. Mansaoulé 2, fils de Mansa Moussa, 3. Troisième quart du 15e siècle. Après, il y a eu Mahmoud II, fils de Mansaoulé, 1493 à 1495. Alors, là, après, il y a eu des lacunes, quoi. Hein, il y a eu des lacunes après. Après, il y a eu Mahmoud III, petit-fils de Mahmoud II, quart du XVIe siècle, règne en 1534. Alors, Mahmoudou V, alias Nyani Mansa Mahmoudou, petit-fils de Mahmoud III, dernier quart du XVIe siècle. Ouais. Règne en 1599 à Niani,
puis Soro, début. Ensuite, il a déplacé le capital de Nyani, il l'a amené à Soro, début du XVIIe siècle. Nyamagan, alias Mama Magan, fils de Nyani Magan, Nyani Mansa Mamoudou, partant de Kita, reconquit le Djouma dans la première moitié du XVIIe siècle, du XVIIe siècle. Voilà, c'est le dernier roi, c'est le dernier Mansa de Mandé. Voilà. Donc voilà en gros ce qui concerne les fondateurs de l'Empire de Mandé. Merci pour l'attention accordée à notre invité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et cliquer j'aime à la vidéo de votre choix. Et Sibla vous remercie et vous dit à bientôt sur notre chaîne.